Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 15 janvier et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler de la contre-performance massive du Real Madrid. C'est une véritable humiliation, il n'y a pas d'autre manière de présenter les choses. Nous parlerons également de la sanction que s'est pris sur les dents un Olivier Létang qui désormais est considéré comme un élément extrêmement bavard du paysage médiatique français, mais ça ne lui réussit pas forcément. On ira du côté de la Coupe d'Afrique des Nations avec la qualification du Maroc pour sa finale face au Nigeria. La finale ne sera pas face au Nigeria, mais il s'est qualifié face au Nigeria, vous m'avez compris. On parlera de l'avenir de N'Golo Kanté, et là il y a un club qui frappe fort au cours de ce mercato hivernal. Et puis on terminera avec la loi Wenger sur le hors-jeu, où j'ai un avis qui est tranché dans le sens où je considère qu'on n'a pas du tout les bons débats sur cette question et qu'en fait il faut décaler le problème. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Oh quelle surprise, Arbeloa n'a pas de baguette magique du côté du Real Madrid et pour son premier match, le Real connaît une véritable humiliation, il n'y a pas d'autre mot, c'est catastrophique. Une élimination face à une D2 espagnole, un match où il n'y a pas grand chose à retirer. Xabi Alonso doit regarder ça avec un peu de regret parce que je pense qu'il souhaite que de la bienveillance et de la réussite au Real Madrid, mais ça doit quand même rire jaune tout au fond de lui. Alors comment cette catastrophe s'est dessinée? Voici les compos qui étaient alignés pour ce 3-2. Qu'est-ce qu'on retient? Honnêtement, Mastantuono qui marque, mais son match a été abominable. Garcia, on peut pas lui reprocher de manquer d'envie, mais à part son but, il a été trop peu trouvé, comme très souvent, et il y a eu trop d'erreurs. Allez, je vais éventuellement mettre une petite piécette sur Valverde, qui a eu le mérite de tenter, qui a eu le mérite de réussir quelques trucs, mais son match est finalement assez moyen et s'il apparaît comme l'élément qui sort du lot du côté du Real Madrid, c'est parce qu'il n'y avait pas des matchs moyens du côté de ses coéquipiers, il n'y avait que des matchs lamentables. J'attendais beaucoup Vinicius Junior parce que quand Kylian Mbappé n'est pas là, Vinicius Junior est censé reprendre le rôle de leader. Il l'avait fait face au FC Barcelone. C'était une défaite face au Barça, certes, mais Vinicius Junior m'avait convaincu qu'il pouvait éventuellement être présent dans ces rencontres. Ça a été un espoir de courte durée parce que ici, il a été lamentable. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça a été compliqué, hein. Et le pire c'est que ce match il a même pas été volé par ton adversaire. Si on regarde les statistiques de la rencontre, oui le Real Madrid a eu une possession outrageuse, mais ils ont 2 buts attendus, ils en marquent 2 et on peut se dire ouais mais en face ils marquent 3 buts pour 0,82 attendus. Oui mais le Real Madrid concède 12 tirs, donc quand tu concèdes 12 tirs, te prendre 3 buts, c'est pas non plus le braquage du siècle, c'est pas comme s'il y avait 3 tirs et 3 buts. Donc au bout d'un moment le Real Madrid n'a pas eu d'électrochoc, mais de toute façon Xabi Alonso n'était pas le problème. Moi, je suis persuadé qu'il y a une incompatibilité entre ce coach et le Real Madrid. J'y croyais à une époque, j'y crois plus du tout désormais. De toute façon, c'est un divorce qui est définitivement acté. Mais une chose est sûre, si le Real Madrid espérait régler tous ses problèmes en remerciant Xabi Alonso, eh bien on voit aujourd'hui que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et puis je terminerai en ajoutant un truc. On critique beaucoup Kylian Mbappé du côté de la France, mais moi je suis persuadé que si tu alignes Kylian Mbappé durant ce match, il était malheureusement indisponible, t'as pas du tout le même résultat. Le président du LOSC, Olivier Létang, a été sanctionné. Bah oui, ça devait tomber tôt ou tard. Il ouvre toujours sa bouche sur l'arbitrage. Il avait déjà été sanctionné par l'UEFA. Et cette fois, c'est la LFP en France qui le sanctionne. Il ne reverra pas les couleurs d'un terrain de football jusqu'au 31 mars prochain. C'est une sanction qui est assez longue et elle s'ajoute à celle de son entraîneur, puisque Bruno Genesio, lui, a écopé d'un match de suspension ferme plus un match en sursis. Alors, Olivier Létang, il commence à me gonfler, honnêtement. J'ai un immense respect pour le président. Je considère que c'est quelqu'un qui travaille bien et qui fait beaucoup de bien à son club, mais au bout d'un moment, les supporters parlent déjà suffisamment d'arbitrage, les médias parlent déjà suffisamment d'arbitrage pour qu'on arrête d'en faire des tonnes. Là, il avait ouvert sa bouche suite au match face au Stade Rennais, et c'est vrai qu'on peut discuter, mais honnêtement, c'est toujours la même chose. Vous allez voir un supporter du LOSC, il va vous dire qu'il est défavorisé par arbitrage. Vous allez voir un mec à Lens, il va vous dire la même chose. Vous allez voir un mec à Marseille, il va vous dire la même chose. Vous allez voir un mec à Paris, il va vous dire la même chose. Et vous allez me dire en commentaire, ouais, mais non, nous, du côté de tel ou tel club, c'est différent. Tous les supporters disent pareil. Parce qu'il y a un biais de confirmation, parce que évidemment, ton club, tu l'aimes, donc tu es d'autant plus scandalisé quand il y a des trucs qui sont en ta défaveur. Par contre, les trucs en ta faveur, tu vas avoir tendance à l'oublier. Et puis surtout, les supporters de Ligue 1, ils regardent pas tous les matchs, donc ils regardent que leurs matchs, donc ils voient que les erreurs qui les concernent. Et vu qu'il y a beaucoup d'erreurs, ils voient
beaucoup d'erreurs qui les concernent. Et quand tu es président de club, tu es censé élever un petit peu le débat. Et aujourd'hui, tu as tous les présidents qui vont aboyer sur les décisions arbitrales, qui vont gueuler, mais en attendant, quand il s'agit de prendre des décisions concrètes, il n'y a plus personne. En attendant, quand il s'agit de parler des décisions arbitrales qui sont des erreurs, mais qui les défavorisent pas eux, leurs petites personnes, il n'y a plus personne non plus. Il n'y a même pas de bonne foi dans la déclaration de ces gens-là, donc comment tu veux qu'ils soient audibles? Partant de là, la sanction, j'ai du mal à la considérer comme méritée. La finale à la maison pour les Marocains. D'ailleurs, c'est plutôt marrant parce que officiellement le match c'était Nigeria-Maroc, mais le journal L'Équipe a choisi de le présenter comme Maroc-Nigeria, évidemment parce que le Maroc jouait à la maison. Alors vous allez me dire, on n'en a rien à faire, mais je voulais commencer ce débrief en parlant de ce petit détail amusant qui m'a fait tiquer au cours de la matinée. Ça a été un match compliqué qui s'est terminé au cours d'une séance de tir au but que les Marocains ont réalisé sans trembler, ce qui est un bel exploit parce que mine de rien, la pression sur les joueurs marocains est évidemment incommensurable et on sait que c'est généralement pas ton meilleur truc pour débuter une séance de tir au but que d'avoir une pression de ouf. Voici les compos qui étaient alignés. Je vous avais fait une vidéo sur Brahim Diaz qui est mon chouchou au cours de cette compétition. Il a moins brillé au cours de ce match, certes. L'homme fort du Maroc c'est Bono. En face, Bassey a tenu la baraque comme un champion, mais globalement c'est un match qui a davantage vu des équipes équilibrées, des équipes avec une bonne défense bien en place illustrée, qu'un spectacle incroyable. Et pourtant, d'un côté t'as Hakimi, t'as Brahim Diaz, de l'autre t'as du Lookman, t'as du Osimhen. C'est des joueurs de talent qui sont censés pouvoir enflammer des matchs, mais ici tu sentais que l'enjeu était grand pour les deux équipes. Alors le Nigeria a été annoncé comme une équipe qui allait être supérieure physiquement au Maroc, mais le Maroc a eu une supériorité technique à mon goût et durant la rencontre ils se sont quand même procuré quelques occasions. Pas des occasions très très franches, mais tout de même, si on regarde les statistiques, ça fait une possession équilibrée, ça fait surtout 16 tirs pour le Maroc et 2 seulement pour le Nigeria. Alors la comparaison est brutale, mais moi je me dis, si seulement ce Maroc avait un très 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 grand numéro 9, ce serait une équipe totalement différente, ça reste une très belle équipe. Ça va donc au tir au but par la suite, et sur les tirs au but, vous voyez qui a réussi, qui a échoué. Moi je le redis, bravo aux Marocains, une équipe formidable à voir jouer et une équipe qui est solide mentalement. Ça c'est quand même quelque chose vraiment d'admirable. N'Golo Kanté à Fenerbahçe, c'est sur le point de se faire et il faut se rendre compte de la dinguerie qu'est le mercato hivernal de Fenerbahçe. Ils ont recruté il y a de ça quelques jours Guendouzi pour environ 28 millions d'euros. Oui, ça pose beaucoup d'argent sur la table. Et bien le jeune français, qui n'est plus si jeune, mais je le dis en comparaison à N'Golo Kanté, va donc être accompagné par un élément d'expérience. Alors la presse, notamment Sky Sports, nous annonce un accord entre N'Golo Kanté et Fenerbahçe. Il reste désormais à trouver un accord entre les clubs, mais Kanté a un contrat qui court que jusqu'à cet été avec Al Ittihad et donc on peut imaginer que ça donne un terrain propice aux négociations pour Fenerbahçe. Évidemment le club saoudien n'a pas envie de voir son milieu de terrain partir librement. Ça commence à faire une sacrée équipe du côté de Fenerbahçe. Si on regarde l'équipe type depuis le début de saison, on a du joueur de qualité. Il faudra donc ajouter Guendouzi, peut-être N'Golo Kanté. On peut également mettre Thuram en attaque, Alvarez au milieu de terrain. C'est une formation qui se renforce de façon significative, mais c'est le cas de pas mal de clubs du côté de la Turquie. Si on regarde le classement général, eh bien les leaders, ce ne sont pas les joueurs de Fenerbahçe, c'est Galatasaray, un Galatasaray qui a également été dans une certaine course à l'armement. Donc où ça va s'arrêter du côté de la Turquie, je ne sais pas, mais en tout cas ça commence à faire de sacrées belles équipes. Tout le monde se plante de débat sur la loi Arsène Wenger. Alors pour rappel, cette dernière vise à modifier la règle du hors-jeu qu'on connaît dans le football. Pour le moment, le hors-jeu dans le football c'est simple, si tu dépasses ne serait-ce que d'un orteil du dernier défenseur, tu es considéré en tant qu'attaquant comme étant hors-jeu. Arsène Wenger propose cette version qui est relativement différente, où il faudrait que le corps entier de l'attaquant dépasse le défenseur pour qu'il y ait hors-jeu. Alors le grand débat c'est est-ce que ça va résoudre la règle du hors-jeu, les débats autour de est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas, la réponse c'est évidemment non puisque ça décale seulement le problème. Mais c'est pas ça le débat intéressant. Il y a tout de même un débat intéressant, mais c'est sur à quel point ça va changer l'équilibre du jeu. Et c'est là où les fédérations britanniques, selon le Times, annoncent que ça risque d'être préjudiciable au spectacle, ce qui est un comble parce que le but d'Arsène Wenger avec cette loi, c'est justement de renforcer le spectacle en avantageant les attaquants.
En fait, il y a deux possibilités très concrètes dans l'application de cette règle. La première possibilité, le scénario 1, c'est qu'effectivement les attaquants soient hyper avantagés, que du coup les joueurs les plus rapides, les mecs avec la meilleure accélération deviennent des armes redoutables et on pourrait voir une nouvelle génération de sprinters débarquer sur nos terrains de football. Mais ce que disent les gens qui soutiennent la deuxième possibilité, le scénario 2, c'est que les équipes en réaction à ça vont être obligées de défendre encore plus bloc bas que ce qu'on voit souvent et du coup à contrario ça annihilerait tout spectacle. Personnellement j'ai du mal à prévoir de quoi sera fait l'avenir et j'ai envie de dire que la question elle n'est pas binaire, c'est-à-dire qu'on va voir si cette règle est appliquée, le football est modifié de façon différente un mois après, un an après, 5 ans après. Parce que évidemment les tactiques évoluent, les réactions au changement prennent du temps parfois à arriver et on pourra trouver de nouvelles solutions pour équilibrer le jeu. Une chose est sûre, c'est une règle qui n'est pas simple à évaluer, les conséquences de cette dernière sont délicates à juger. Personnellement, je suis plutôt contre, mais on pourrait me faire changer d'avis. Terminé pour le journal du jour, finalement vous avez vu qu'hier après-midi je vous avais fait la vidéo sur les explosions de valeur. Je vous annonce une vidéo qui ne sera pas cet après-midi mais plutôt demain. Je vais évidemment faire un avant-match pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations cet après-midi. J'irai peut-être sur un sujet un petit peu plus léger, à voir, je vous laisse le suspense parce que finalement j'ai quand même bien annoncé, bien teasé les vidéos jusqu'à présent. Un peu d'indécision de retour. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.